Bonjour tout le monde, ici Steve Trang, coach accompagnateur à l'École d'entrepreneurship de Beauce. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois avec mes collègues que je vais voir tout à l'heure là, pour un nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, on a un sujet très spécial, un sujet de l'art, mais un sujet qui est le sujet de l'art depuis plusieurs années en fait. Donc, tout à l'heure, on va avoir le plaisir d'accueillir Audrey Charbonneau, associée en service conseil, marketing, études et stratégies, ainsi que David Fizet, directeur principal en service conseil, gestion stratégique et ressources humaines chez Mallette. D'ailleurs, nous sommes fiers de tenir ce webinaire avec Mallette, qui depuis 2 ans est un partenaire collaborateur de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Pourquoi ils sont partenaires? Ben, je pense que chez Mallette, on croit à une alliance fondée sur des valeurs fortes, à savoir le leadership, l'innovation et la collaboration. Et comme eux, nous partageons le grand désir d'accompagner les entrepreneurs d'ici dans leur transformation et leur croissance en leur offrant des outils concrets pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Voici entre autres pourquoi l'équipe de Mallette nous propose un thème qui, depuis quelques années, et comme je vous le disais tout à l'heure, est un défi pour bien des organisations, gagner la course au talent. En effet, la marque employeur est un levier puissant pour se démarquer en matière d'attraction et de rétention du capital humain. L'objectif de ce webinaire est de vous permettre de mieux comprendre comment développer et ou renforcer votre marque employeur en combinant deux expertises clés, les ressources humaines et le marketing stratégique. Et sans plus tarder, j'invite nos deux experts, Audrey et David, à se joindre à nous. Donc, salut Audrey, salut David. Vous allez bien? Ça va très bien. Salut Steve. Allô David. Salut David. Salut, salut. Donc, avant de débuter, ben, c'est le fun de savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Donc, peut-être Audrey, est-ce que tu veux commencer en te présentant un peu? Qu'est-ce que tu fais chez Mallette et quel est ton parcours? Avec plaisir. Merci pour cette belle occasion d'échanger avec la belle cohorte de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, Audrey Charbonneau, je suis associée en service conseil. J'ai le plaisir d'évoluer dans notre belle organisation depuis 13 ans. Je suis à la tête de deux pratiques non traditionnelles chez Mallette et j'en suis bien fière. Donc, le marketing stratégique ainsi que la gestion stratégique des ressources humaines que j'ai le plaisir de copiloter avec mon collègue David Bizet. Au total, c'est un peu plus là, de 25 conseillers qui ne sont pas des comptables défroqués, non, des experts en gestion stratégique des ressources humaines, en marketing stratégique, en économie, qui font à tous les jours évoluer nos entreprises. De mon côté, d'une manière un petit peu plus personnelle, j'ai toujours été en consultation. Pas que j'ai jamais eu l'occasion de joindre nos belles PME québécoises, mais j'avais cette firme conviction que je pouvais avoir avec mes collègues un peu plus d'impact à l'extérieur de la boîte, donc à titre de conseillère, d'experte et d'alliée. Donc, ça m'a permis aussi au sein de notre organisation de créer mon propre modèle d'affaires en collaboration avec mes collègues, donc d'évoluer, de faire avancer nos pratiques que sont celles du marketing stratégique et de la gestion stratégique des ressources humaines. Et sur une note là vraiment plus personnelle, je suis une fan de la course à pied. Je vous dirais que j'en ai des bonnes idées dans mes joggings matinaux à 5h12 le matin avec les petits oiseaux. Donc, ça me permet d'être fraîche et dispo avec vous cet après-midi. Ça me fait vraiment plaisir de faire votre connaissance virtuelle. Merci Ah, Steve pour la belle invitation. wow, mon Dieu, merci Audrey. T'as bien dit 5h12? Ouais. OK, pourquoi 5h12? Écoute, c'est parce que je me lève à 5 heures, le temps que je mette mes chouclacs. Fait que à 5h12, je suis sur le terre. Parfait, c'est bon. Parti pour avoir plein de bonnes idées. Merci Voilà. Audrey, puis ton énergie est contagieuse. Je pense qu'on va avoir Ah, un beau webinaire. promis. Donc, David, est-ce que tu as été contaminé par l'énergie d'Audrey? Ah oui, c'est tellement plaisant de travailler avec Audrey, là. Il va falloir que mon dynamisme augmente à son niveau ce midi. Habituellement, on est complémentaires là-dessus, Oui, là, oui, ça devrait oui. pas être trop compliqué. Mais merci Steve pour l'accueil. Vraiment content d'être présent avec vous deux aujourd'hui là, pour animer cette belle rencontre-là. Peut-être pour me présenter de mon côté aussi, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés depuis 2012. J'ai commencé ma carrière en ressources humaines, là, en entreprise privée, en PME, donc 2012 à 2020 approximativement, dans différents types d'organisations. Puis j'ai commencé en consultation chez Mallette en 2020.
où j'agis aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, Steve, comme directeur principal pour notre pratique de gestion stratégique des ressources humaines. Donc, mon expertise puis l'expertise de notre équipe RH, c'est de travailler en développement organisationnel avec tout ce que ça comporte, beaucoup d'accompagnement RH. Là. Je suis persuadé qu'un paquet d'entrepreneurs qui sont présents dans la salle virtuelle aujourd'hui ont des super belles organisations, mais pas toujours d'une taille pour avoir un professionnel RH à temps plein avec eux. Donc, on donne un coup de main à ces entreprises-là. Puis finalement, un autre sujet qui va être pertinent pour nos entrepreneurs, surtout en Beauce, la relève entrepreneuriale, la transmission d'entreprise. On aide beaucoup nos entreprises au niveau de la relève, mais vraiment sur les aspects humains. Fait que oui, on a des comptables, oui, on a des fiscalistes, oui, on a des avocats, mais est-ce qu'on s'occupe vraiment de l'humain, du cédant qui cède son entreprise, du releveur qui va reprendre la business? On accompagne les clients là-dedans. Fait que c'est un peu ce qu'on fait en RH chez Mallette. Puis plus personnellement, j'ai passé ma fin de semaine, Steve, à faire des rénovations à la maison. Puis, je me suis découvert, je suis un gars d'ARH, mais je me suis découvert une passion pour les aptitudes manuelles. Fait que j'ai eu il y a quelques années une vieille voiture, j'aime bien ça taponner dans le char. Puis là, on fait des rénos à la maison. Puis je me suis rendu compte que dans les rénaux, ce que j'aime beaucoup, c'est d'améliorer mon environnement, mais pour amener un côté utile, un côté pratique, puis un côté agréable. Tu sais, de dire, on passe du temps à la maison, c'est important d'être bien chez nous. Puis, sais-tu quoi, je me suis rendu compte qu'il y a un beau parallèle à faire avec les ressources humaines parce que quand on implante des pratiques RH, des politiques RH, ben, pour moi, c'est une mission que ce soit utile, pratique, puis agréable parce qu'on passe du temps à job, puis c'est important de faire attention à nos employés. Wow. Puis je pense que justement, les employés ou les collègues, c'est pas des meubles, là. Faut en prendre soin, là, justement, pour qu'ils soient aussi confortables quand on est en leur présence. Donc, Ah ouais. merci, David, de la présentation. Fait que avant qu'on se lance, juste parler un peu du plan de match là, pour ce midi. Donc, Audrey et David vont nous partager, entre autres, parler un peu de l'historique de la marque employeur, d'où ça vient, tout ça. C'est quoi les bonnes pratiques au niveau de la marque employeur? Où est-ce que ça s'en va, la marque employeur? Il y a aussi le marché de l'emploi qui a évolué au cours des dernières années. Donc, à un moment donné, on parlait de pénurie. Est-ce qu'on est encore là? Est-ce que c'est encore pertinent d'investir en la marque employeur? Puis, évidemment, comme c'est un webinaire où vous pouvez poser des questions, on va se réserver un petit peu de temps à la fin. Donc, n'hésitez pas dans la section Q&A, donc questions et réponses du chat. Mettez vos questions à la fin. Avec le temps qu'on aura, on pourra répondre à quelques questions, mais vous les posez quand vous êtes prêts, n'hésitez pas. Donc, Audrey, on commence avec toi. Ça fait que c'est quoi un peu l'historique de cette bébête-là qui est la marque employeur? Oui, la longue histoire écourtée de la marque employeur. Voici le thème de ma première portion. Et puis là, ben, je vais vous parler de l'historique dans nos lunettes à nous, chez Mallette. Alors, on a entendu des premières demandes, discussions, questionnements en lien avec la marque employeur autour des années 2018-2019. On voyait évidemment apparaître dans les rapports respectifs de nos directeurs, présidents, gestionnaires de PME et d'RH de manière plus particulière, les fameux enjeux de pénurie de main-d'œuvre qu'on commençait à ressentir tranquillement, mais qui étaient là, littéralement sur toutes les tribunes médiatiques. Donc, c'est aussi à ce moment-là où, puis là, encore une fois, je vous partage ce qu'on a ressenti chez nous. On a senti que la fonction RH prenait une espèce de taille, une ampleur, une importance. Et puis là, je ne parle pas nécessairement en termes d'individus au sein de la fonction corporative, mais vraiment en termes de sex appeal du sujet. Donc, c'est dans ces années-là où, lorsqu'on était invité, par exemple, dans différents comités de gestion chez nos clients, les directeurs RH qui se sont mis de plus en plus à prendre part à ces rencontres-là, pas qu'ils n'étaient pas là avant, mais on sentait qu'il y avait une plus grande voix. On les questionnait sur les perspectives, notre planification RH, notre taux de roulement, notre taux d'engagement, notre taux de satisfaction. Ça devenait là des mesures qui, on sentait, prenaient un petit peu plus de place dans vraiment le volet décisionnel de nos organisations. De manière très, très concrète et précise, le premier mandat de marque employeur chez Mallette a été réalisé en 2019. Et puis, imaginez-vous donc que c'est une organisation publique qui nous a sollicité via un appel d'offres que nous avons gagné avec un collaborateur. Il s'agit du CHU de l'Université Laval. Donc, vous aurez compris que le domaine de la santé, déjà en 2019, était en grande quête de main-d'œuvre qualifiée,
de ressources humaines et attentionnées pour prendre soin de notre population. Donc, c'est un mandat officiel qu'on a brandé marque employeur. On n'avait jamais reçu une demande aussi claire que de créer vraiment une identité corporative, marketingment commerciale pour une organisation et ça s'est trouvé être celle du Sud de Québec Université Laval. En 2020, je vous dirais que là, les machines se sont ouvertes, les valves se sont ouvertes également. Donc là, entreprises privées. On a aussi eu un grand engouement auprès des villes, des municipalités, des MRC, où c'était donc l'objectif de tout le monde d'aller se placer à la ville. Je suis certaine que vous avez déjà entendu votre beau-frère faire ça, un souper de Noël. Non, les villes avaient de plus en plus de difficultés à attirer, même s'il y avait des salaires et des conditions très, très, très intéressantes, on a senti que notre main-d'œuvre cherchait peut-être autre chose. Donc, c'est là où est-ce que vraiment là, la pratique de marque employeur qui, bon, jumelle plusieurs de nos expertises, a vraiment pris son envol. Ce qu'on s'est rendu compte là, dans les années 2019-2020, c'est que ce que voulaient nos clients, c'était beaucoup plus que d'attirer des talents, c'était vraiment de gagner une course. Il y avait une compétition et c'est là que de notre côté, toujours avec un partenaire là, qui est plus au niveau de la communication graphique, on a développé ce terme-là de gagner la course au talent parce qu'au final, c'est un petit peu ce qu'on propose là, à notre clientèle. Cool. Donc, on parle de course au talent, on peut penser à la compétition aussi parce qu'on est sur un marché. Donc, ce marché-là, les gens peuvent bien aller où ils veulent travailler. En même temps, des fois, on va dans le plus offrant. Fait que aller des employés qui cherchent un emploi pour le salaire, ça ne fait pas nécessairement des employés qu'on souhaite avoir dans nos organisations. Donc, justement, la proposition de valeur, puis là, je vois justement une diapositive. Ça trahit mon âge de dire diapositive, là. Mais donc, une présentation justement graphique qui nous permet de comprendre c'est quoi la proposition de valeur. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus, là, Audrey, par rapport à la marque employeur? C'est galvaudé le terme de la marque employeur tellement que nous, on a senti le besoin de la nommer autrement. Donc, on vendait plus des mandats de marque employeur, on vendait des démarches pour gagner la course au talent. C'est vraiment un vocabulaire qu'on a tenté d'intégrer pour nous aussi se démarquer. Et ce qu'on vous présente, c'est pour vous faire réfléchir, en fait, là, sur ce qui compose une bonne marque employeur. Il ne faut pas que vous pensiez, là, vous allez partir un chantier et que ça va être compliqué. En fait, c'est de documenter les 8 cercles que vous avez à l'écran. Donc, c'est avec ça que vous allez construire votre marque employeur. Une marque employeur, c'est quoi? C'est un outil pour gagner cette course-là de course au talent. À travers là, les cercles que vous voyez à l'écran, vous allez au parcours de leur complétion identifier une identité de marque. Vous allez développer une image de marque. Vous allez élaborer des messages clés qui vont permettre de communiquer l'essence de ce qu'on vous propose à titre justement de proposition de valeur à titre d'employeur. Et peut-être le plus important, walk the talk, vous allez commettre des actions concrètes qui, à tous les jours, vont permettre d'incarner ce qu'est cette marque employeur-là. Donc, une identité, une image, des messages, une action, c'est ce qui va vous permettre, à titre d'employeur, de commercialiser cette proposition de valeur-là à titre d'employeur de choix. Attention, là, un employeur de choix ne sera pas le même pour Robert que pour Zoé. Et puis là, ben, on parle beaucoup là, dans ce que vous voyez, là, c'est très RH, les avantages sociaux, les conditions de travail, l'environnement. Donc, on est dans un spectre très, très, très RH. Quand je vous dis que la marque employeur ne ciblera pas les mêmes personnes, les mêmes talents, les mêmes candidats, ben là, vous me voyez venir subtil comme un troc de lait. On va parler de marketing, on va parler de segmentation, on va parler de positionnement, on va parler de diffusion parce que ce que je vais avoir développé dans ma proposition de valeur à titre d'employeur de choix, bien, il faut que je le communique sur mon marché, sur mon bassin de candidats, sur mon bassin d'employés, parce que j'espère que vous le savez, la marque employeur, ce n'est pas seulement pour attirer des talents, c'est aussi pour
les retenir, les fidéliser, les engager. Et ce qu'on aime particulièrement chez Mallette, parce que notre ADN comptable nous trahit quand même, on aime suivre les résultats d'actions de marketing, d'actions RH. Et ce que permet une bonne stratégie de marque employeur, c'est de se donner des indicateurs cibles pour mesurer la performance de notre stratégie. Donc, voici, si j'avais à vous traduire de manière simple et digeste ce qu'est une bonne marque employeur. Donc, si je comprends bien, gagner la course au talent ou la marque employeur, ben, c'est né d'un besoin, justement. On parlait de main-d'œuvre qui se raréfie ou peut-être n'est pas nécessairement plus rare, mais les gens deviennent un peu plus sélectifs. Oui. Donc, comment on réussit à se démarquer là-dedans? Puis ensuite, ben, il y a une méthodologie, d'une certaine façon, qui a été développée par vous, par d'autres aussi qui ont travaillé sur le sujet. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Audrey, c'est beaucoup d'énergie pour attirer quelqu'un, l'amener chez nous. Mais si on faisait plus attention justement à nos équipes pour s'assurer qu'ils restent, qu'ils soient confortables, comme David le disait, puis qu'on réponde à leurs besoins. Donc, c'est pas juste en attirant, c'est aussi en assurant la rétention. Puis la rétention, il faut faire attention, là. On ne les met pas en prison. Ils ont le goût de rester parce qu'on est un bon Parfait. employeur. Donner un sens à leur métier, effectivement. Parfait, c'est bon. Euh, je vois déjà des questions qui rentrent. On va se les réserver pour tantôt. Mais là, je basculerai vers toi, David. Donc, David, tu voulais nous parler un peu de la démarche un peu plus, puis comment Mallette se distingue peut-être dans ce marché-là, OK, Oui. De gens qui œuvrent dans la marque employeur. Oui, oui, oui. Ouais, puis tu sais, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est pas de mettre de l'avant les services de Mallette, puis c'est pas non plus de bâcher nos compétiteurs, mais des charlatans en marque employeur, il y en a, puis il y a des bonnes pratiques, puis il y a des mauvaises pratiques en marque employeur, puis on l'a vécu là, de rebâtir une marque employeur sur une démarche qui a déjà été faite, mais qui a été faite un peu n'importe comment. Puis pour nous, on trouvait ça important dans le webinaire aujourd'hui d'arriver avec un partage de peut-être des bons coups ou des bonnes idées en marque employeur, puis au contraire des pièges à éviter ou des défis auxquels les entreprises qui se lancent là-dedans pourraient faire face. Puis le premier point sur lequel je veux plancher, puis je pense qu'Audrey, tu as vraiment bien mis la table là-dessus, c'est l'importance de la synergie entre les ressources humaines et du marketing dans la marque employeur. Parce que c'est pas juste du RH, c'est pas juste du marketing. Je pense qu'un des pièges, c'est de peut-être le prendre sous juste un des deux angles. T'sais. Puis je veux faire du chemin sur d'autres choses que tu as dit. Audrey, tu as parlé de notre marketing de gagner la course au talent. Je suis persuadé que vous connaissez tous l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre, là, il est beau, il est en shape, puis lui, courir, il va vite, puis c'était une évidence que c'est lui qui allait gagner la course. Mais c'est quoi son défaut au lièvre? C'est que c'est un grand parleur, puis peut-être un petit faiseur. Fait à la fin, c'est la tortue qui est vraiment moins sexy, puis qui avait rien pour gagner cette course-là, mais la tortue gagne la course parce qu'elle a fait des efforts, puis elle a gardé de la rigueur, puis elle ne s'est pas vendue autrement qu'elle savait qu'elle allait aller tranquillement, la tortue, mais elle a quand même réussi à gagner. Je pense qu'il y a quelque chose de drôle d'apprendre de cette histoire-là, de la marque employeur, c'est pas de crier qu'on est bon, c'est de montrer qu'on est capable de faire ce qu'on est capable de faire, puis de mettre en évidence sont où nos forces, puis de reconnaître nos faiblesses aussi. Puis, tu sais, il y a une conception du marketing, puis je suis sûr que plusieurs entrepreneurs qui sont dans la salle virtuelle connaissent des gens ou ont déjà eu cette réflexion-là de dire le marketing, c'est de faire du beau avec du lait, c'est de transformer du lait en beau. C'est une fausse conception, c'est pas ça le marketing. C'est pas d'aller vendre du rêve, c'est pas d'aller dire mon produit est extraordinaire ou mon service est extraordinaire, puis finalement ça vaut pas de la chenoute. Pourquoi? Parce que oui, on va en vendre de notre produit, oui, on va en vendre de notre service, puis les gens vont l'utiliser, puis les gens sont intelligents, puis ils vont se rendre compte que hey, finalement, ça vaut rien. Ce que tu m'as vendu, c'était juste du rêve, puis il n'y a rien de vrai là-dedans. Fait que je pense que ça, c'est un des premiers pièges à éviter de vendre du rêve justement aux candidats sur le marché de l'emploi qu'on va attirer dans notre entreprise, puis d'aller mettre de l'avant des faussetés. Puis là, finalement, je vous le dis, là, à la journée de l'accueil-intégration, si vous avez vendu du rêve, l'employé commence à sa première journée, puis il sait tout de suite, ce qu'on m'a vendu, c'est pas ça qui va se passer. Puis ce qu'on a mis de l'avant, ça n'arrivera jamais ici.
Puis je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà vécu. Les gens partent après la première journée d'accueil, puis on ne les revoit pas parce qu'on leur a vendu du rêve. Ou je dis la première journée, des fois, ça prend une couple de jours, une couple de semaines, mais on perd des gens à cause de ça. Fait que, la marque employeur, c'est vraiment de mettre de l'avant notre entreprise comme un produit, comme un service, puis de faire voir aux gens c'est quoi la valeur ajoutée. Mais après ça, c'est pas de dire que notre entreprise n'a pas de défauts puis qu'on est parfait. Il y a des forces puis il y a des faiblesses dans chacune de nos entreprises. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Puis ça, c'est un point qui est important parce que comme employeur, puis en fait, j'ai envie de dire comme employeur, comme dirigeant, comme gestionnaire, mais encore plus comme entrepreneur, là, notre entreprise, c'est notre bébé. Là, pour les entrepreneurs qui ont 2 enfants, l'entreprise, c'est le 3e enfant souvent. Là, ça demande du temps, puis on l'a fait naître, cette entreprise-là, puis on, on la pense parfaite, mais il y a une question à se poser, c'est je suis capable de l'évaluer objectivement, puis de vraiment voir dans quoi qu'on est bon avec les employés, puis dans quoi qu'on n'est pas bon. Parce que ça, on n'est pas obligé d'être bon dans tout non plus. Puis on a le droit de ne pas être parfait comme entrepreneur, puis d'avoir une entreprise qui est à notre image, qui n'est pas parfaite. Mais il faut qu'on soit capable de les reconnaître, ces mauvais côtés-là. Puis la démarche qu'on propose, ou une démarche de qualité selon nous, c'est d'être capable d'identifier ces forces-là, en fait, d'identifier nos forces pour les mettre de l'avant, puis d'identifier aussi nos faiblesses, puis de les travailler, ces faiblesses-là, puis de les reconnaître, mais pas juste. Puis il y a certaines faiblesses où on dit, je ne sais pas, par exemple, l'entreprise a un contexte financier qui n'est pas facile. On sait qu'au niveau salarial, on ne peut pas se distinguer et être en haut du marché. C'est pas grave. Il y a d'autres choses que tu es capable de mettre de l'avant comme entreprise, puis on va jouer là-dessus, mais elle ne va pas te marketer comme une entreprise qui offre des salaires qui sont en haut du marché si ce n'est pas le cas nécessairement. T'sais. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on ne pourra pas travailler. Mais de dire, par exemple, je ne sais pas, il y a des enjeux de climat, puis il ressort dans la démarche d'identification de marque employeur que le climat est plus problématique dans certains secteurs de l'organisation. Pourquoi on ne le travaillerait pas? Ce n'est pas une fatalité. C'est des choses qui s'améliorent, puis on devrait peut-être travailler à les améliorer. Fait que la démarche qu'on propose, c'est de dire on met nos forces de l'avant, on les identifie, on les met de l'avant, on identifie nos faiblesses, puis on les travaille. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que la marque employeur, c'est plus juste un branding qu'on vend sur le marché, mais ça devient vraiment un levier de mobilisation pour nos équipes. Puis, je reviens à vendre du rêve, parce qu'il y a le côté vendre du rêve à des candidats qui sont sur le marché de l'emploi, puis qui vont voir ce qu'on met de l'avant. Imaginez-vous, vos employés, vous faites une marque employeur qui n'est pas la réalité. Tout le monde dans l'usine va faire « Qu'est-ce que c'est ça? » Ce qui est en train d'être publicisé, c'est pas même pas en tout qu'on vit ça à l'interne. Puis ça va créer un cynisme auprès des employés. Puis ça, on le voit des fois dire l'entreprise qui met de l'avant une force qu'elle n'a pas vraiment. Le monde en arrière rit, puis ça enlève de la crédibilité à la démarche. Au lieu d'enlever cette crédibilité-là, connaissons dans quoi on n'est pas bon, identifions nos forces, puis utilisons ça comme levier de mobilisation. Puis, d'avoir un peu d'humilité, des fois, c'est bon, puis de le dire à nos employés. Dans notre marque employeur, il y a ça qu'on n'a pas mis de l'avant, parce que, regarde, on le sait qu'on est moins bon là-dedans, mais sachant qu'on est moins bon là-dedans, on veut le travailler, on a besoin de votre aide, puis on ne vous garantit pas que ça va être parfait demain matin, mais tabarnouche, on va faire du chemin ensemble pour améliorer ça. Fait que je pense que c'est ça. Pour que notre démarche soit crédible, ça peut être un point qui est important. Parfait. David, j'entends une démarche justement de gagner la course au talent, de marque employeur. Ben, c'est aussi une façon de faire un diagnostic de l'état de la situation par rapport à notre capital humain dans l'organisation. Puis ce diagnostic-là nous permet justement de dire d'avoir des points de vigilance, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, est-ce que l'investissement en vaut la chandelle? Donc, c'est pas juste un grand stunt marketing. C'est beaucoup plus que ça. Puis justement, ça va faire en sorte que l'entreprise sera sans doute plus efficiente avec ces gens. OK. Oui. Si tu me permets, Steve, tu parles de diagnostic. Je trouve ça intéressant, ce mot-là, parce qu'il faudrait peut-être faire son marketing à ce mot-là, parce qu'il fait peur à bien du monde de dire « Hey, my God, je m'embarque dans un diagnostic, c'est gros. » Un diagnostic, c'est une photo qu'on prend de l'entreprise à ce moment-là. On regarde qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien. Mais la rigueur de ce diagnostic-là, la rigueur de l'analyse qui est en arrière est vraiment garante de la qualité de la marque employeur que vous allez faire. Puis négligez pas, les participants là, aujourd'hui, cette importance-là d'aller consulter votre monde. Puis un des pièges à éviter, il est là, c'est de baser la démarche sur quelques individus. Par exemple, on se dit comité de direction, on est groundé, on connaît notre monde, on connaît nos opérations, on va la faire, la marque employeur. OK, mais vous faites la marque employeur avec vos yeux de dirigeant, avec vos yeux de gestionnaire, pas nécessairement avec vos yeux d'employé.
Fait que d'aller consulter le monde, c'est important. Fait que dans le cadre de nos mandats, c'est ce qu'on fait. Fait qu'il y a différentes phases. On adapte la démarche en fonction de la réalité de l'organisation. Plus souvent qu'autrement, ce qu'on va faire, c'est un premier questionnaire qu'on va envoyer à presque la totalité des employés ou dans certains cas, là, un échantillon d'employés qui a été sélectionné. Puis on fait ressortir, bien, justement, qu'est-ce qu'ils aiment de l'employeur, qu'est-ce qu'ils aiment moins, c'est quoi les forces qu'ils constatent, c'est quoi les pistes d'amélioration, qu'est-ce qui les a attirés initialement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont encore là aujourd'hui après plusieurs années. Fait qu'on les questionne là-dessus, ça fait ressortir un paquet d'informations. Puis suite à ça, souvent, on va aller plus en focus group, rencontres, soit des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe pour aller approfondir la compréhension qu'on a. Puis ça nous permet de remonter après ça au comité de direction ou au comité de travail pour dire, regarde, toi, ta perception de l'entreprise, c'est ça, mais check ce que tes employés pensent, c'est ça. Puis souvent, c'est aligné, mais des fois, il y a une différence, c'est pas tout à fait aligné. Puis la nuance est vraiment importante à prendre en compte. Fait que ce piège-là est important de dire la démarche ne la base pas sur la perception du dirigeant ou de quelques membres du comité de direction, mais j'inclus mon monde là-dedans. Surtout tout le monde. Puis, de toute façon, quand les gens sont impliqués dans le processus, de se sentir impliqués dans un diagnostic, comme on vient de l'appeler, bien déjà, ça fait partie de la marque employeur. Parce que tu dis, Oui, wow, on me consulte, oui, OK, je peux donner mon avis. oui, Autre chose que je perçois, David, puis aussi avec ce qu'Audra a dit tantôt, c'est que Mallette se positionne pas comme des gens qui font tout. Vous êtes en partenariat, des fois, peut-être avec certaines agences de communication, oui, publicité, peu importe ce que c'est. Donc, oui, j'aimerais, là, peut-être qu'Audrey t'avait prévu en parler, mais on dirait que j'aurais le goût d'y aller avec David, là. C'est oui. quoi ces partenariats-là? Puis, tu sais, votre rôle par rapport à celui de d'autres joueurs qui sont peut-être dans le marché? Imaginons que j'ai déjà mon entreprise, j'ai déjà Oui, ma boîte de com. Comment vous oui. pouvez vous incorporer dans ce processus-là? Ben, tu sais, nous aussi, tu sais, on travaille avec nos forces, puis on est conscient de nos limites finalement. Puis Audrey le disait, tu sais, oui, on est des professionnels RH, on est des professionnels marketing, mais au sein d'un cabinet comptable. L'ADN comptable vient vraiment teinter nos façons de faire. Puis sur le volet plus création visuelle, etc., mais clairement, c'est pas là qu'on se démarque. Puis de toute façon, non seulement c'est pas là qu'on se démarque, c'est pas là qu'on a une valeur ajoutée pour nos clients non plus. Mais Audrey, je te ferai un ricochet parce que tu es en proximité avec ces partenaires-là, puis j'aimerais ça je trouve ça intéressant, super intéressant d'en parler. Effectivement, en fait, il y a deux façons de faire. Évidemment, on a des collaborateurs de proximité avec qui la chaîne de Bessic embarque plus vite, là. Lorsqu'on est en appel de proposition, on va se monter une équipe là, de winners pour aller gagner l'appel d'offres. Donc, vous aurez compris qu'avec certaines firmes là, de proximité, ben, on est capable d'avoir cette synergie-là qui est un petit peu plus naturelle, avec qui on a, par exemple, développé notre méthodologie de gagner la course au talent. Ton point est bon, Steve. Une belle PME qui a sa firme à elle de proximité, qui gère son brand corporatif depuis plusieurs années, qui s'occupe de ses campagnes de recrutement déjà. Ben, pourquoi ne pas faire 1 plus 1 égale 3? Donc, oui, l'équipe de Mallette peut venir s'intégrer en stratégie de marque employeur, donc venir réaliser ce fameux diagnostic-là, donner la voix aux employés, donner la voix à la direction, packager la stratégie, qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de nos candidats, aux yeux de nos employés. Et ben, ça fait le meilleur brief qu'il ne peut pas avoir sur la planète pour une firme de communication marketing qui viendra faire vivre cette identité de marque-là, ce positionnement à titre d'employeur de choix-là, qui est soit un collaborateur inné de Mallette ou une firme là, qui est déjà très, très près du client qu'on aura le plaisir d'accompagner. Donc, c'est vraiment un mécanisme là, qui s'opère très, très bien dans les deux options. OK, parfait. David, avant qu'on retourne à Audrey, là, qui a déjà fait un bout de chemin, y avait-tu autre chose dans ton bloc que tu voulais vraiment nous nommer ou ça faisait le tour? Dans les pièges à éviter, oui, il y en a 3 autres que Ah, j'aimerais vas-y. présenter. Le premier, plutôt là, on est rendu au 3e point, là, mais je pense qu'un point qui est important, c'est de faire attention à ne pas faire comme notre voisin ou comme l'entreprise d'à côté parce qu'il y a une proximité physique finalement ou parce qu'il y a un contexte qui est similaire. Puis ça arrive qu'on ait des clients qui nous appellent et qui disent hey, telle entreprise, ça fonctionne super bien, ils réussissent à avoir du monde, on peut-tu faire quelque chose de pareil comme eux? Là? La réponse, c'est non. En fait, on peut faire quelque chose de pareil comme eux, mais est-ce que ça a une valeur ajoutée? Mm. La réponse, c'est évidemment non. Là. Pourquoi? Parce que le contexte de l'entreprise n'est pas le même.
Je parlais de contexte financier tantôt. Déjà là, ça peut faire une différence. On est-tu une entreprise qui est en croissance? On est-tu une entreprise qui est plus au niveau de plateau? On est-tu une entreprise qui est en train de se transformer, qui va vivre des changements importants? En fait, le besoin d'entreprise, ce n'est pas d'attirer nécessairement les mêmes personnes à ce moment-là. Il faut vraiment prendre le contexte en compte. Mais plus que le contexte, après ça, tout ce qui est mission, qu'est-ce qu'on veut faire, la vision dans le futur, comment que ça va évoluer, puis c'est quoi les objectifs qu'on se donne, nos valeurs d'une entreprise à l'autre, ça change. Puis pour des entreprises, là, les valeurs, c'est les 3-4 mots qui sont affichés sur le mur en rentrant. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour la majorité des entreprises, même s'ils sont écrits, les valeurs existent, c'est facile à identifier. Là, ça vient guider les comportements, ça vient guider la philosophie, puis ça vient guider la culture d'entreprise aussi. Puis la marque employeur, il faut qu'elle reflète votre culture justement pour ne pas vendre du rêve. Point d'attention, c'est pas parce que la recette de Ricardo va marcher que la recette de 3 fois par jour va être exactement pareille et qu'elle va s'appliquer de la même façon. T'sais. La recette, oui, il y a une recette, mais c'est peut-être pas la bonne pour vous. Là. Puis je pense que c'est important c'est intéressant. Je me permets, pour faire une recette, ça prend des ingrédients. Puis de savoir c'est quoi vos ingrédients à vous, de les connaître, qui sont peut-être vos valeurs, qui vont créer la culture d'entreprise. Ça, il faut faire le diagnostic de savoir ce qu'on a dans le frigidaire comme ingrédients. Oui. Et puis j'aime ce que tu apportes, c'est ça, c'est d'une entreprise à l'autre, on n'a pas les mêmes ingrédients. J'aime ça, ça fait du sens. Oui, fait qu'il y a ça, fait que de ne pas faire comme l'entreprise d'à côté parce que ça a marché, c'est important. Un autre point qui est important, c'est de penser que la marque employeur, ça va se faire tout seul. C'est de dire, une fois qu'on a fait la job, qu'on a débroussaillé, qu'on a identifié ce qu'on veut mettre de l'avant, que ça va vivre naturellement par soi-même, ça demande du jus de bras, une marque employeur, puis ça vient dans les démarches qu'on fait, ça vient avec un plan d'action où il y a un échéancier, il y a un processus, il y a des étapes qui sont détaillées, puis il y a des responsables pour avancer ces étapes-là aussi. Parce qu'on s'entend que les ressources humaines sont déjà occupées, puis persuadé que tous ceux qui ont des RH dans la salle ici, ils le savent, là, vos RH sont dans le jus, c'est sûr. Le marketing a déjà d'autres projets, fait que quand on vient faire cette collaboration-là, c'est qui le porteur de ballon, qui va faire quoi, quand, pour être sûr que ce qu'on a investi en temps et en sous dans cette démarche-là, que ça sert vraiment à quelque chose et que ça apporte vraiment sa valeur pour l'organisation. Puis le dernier piège que je voulais partager avec vous, puis on l'entend, c'est l'investissement en argent que ça demande ou l'investissement en temps que ça demande, ça ne passe pas actuellement, on n'est pas capable de le faire. Le point, c'est on n'a peut-être pas besoin d'avoir une Cadillac, mais on est peut-être capable de faire au moins un bout de démarche pour être capable de donner certains outils, puis d'arriver à certains objectifs sans que ce soit la perfection, mais d'attendre avant de vendre son entreprise correctement, c'est de prendre la chance de manquer le bateau, puis de dire, ouais, OK, ça coûte quelque chose faire sa marque employeur en temps et en argent, mais d'attirer le bon candidat, puis de ne pas avoir réussi à attirer le bon candidat, la bonne candidate, je suis sûr à 100% que juste une embauche va être rentabilisée parce que ça va vous avoir coûté en temps et en argent. D'avoir fait la bonne embauche, la personne qui va fitter dans vos valeurs, la personne qui va être là à 100% parce que ce que vous lui avez vendu, ça se réalise, puis c'est ça qu'elle voulait, puis qui va être dédié, puis qui va être un bon ambassadeur, qui va en parler dans son réseau, puis que son cousin, le chum de sa cousine, qui va venir travailler pour vous parce qu'elle en a parlé. C'est ça la marque employeur. Oui, ça coûte quelque chose, oui, ça demande du temps, mais il y a des réelles retombées. S'il n'y a pas eu de retombées, possiblement qu'il y a un questionnement à savoir sur votre marque employeur a-t-il été faite de la bonne façon. Wow, merci David. Puis effectivement, quand on n'a pas ça, je reviens encore à l'idée de mercenaires ou de personnes qui vont prendre un emploi juste pour le salaire. Ben, imaginez, les gens n'ont pas tous juste des motivations salariales, donc conciliation travail-famille, travail d'équipe, projet d'envergure, peu importe. Si on ne les met pas de l'avant, généralement, la question que les gens se posent uniquement, c'est ben, ça paye combien? Si vous allez avec d'autres leviers motivationnels, ben, peut-être que l'économie se fera à ce niveau-là, puis votre investissement sur le moyen et long terme fera en sorte que votre entreprise sera beaucoup plus rentable. J'ai envie, si tu me permets, Steve, parce que tu as un exemple concret qui est lié à ma lettre spécifiquement. Je faisais une entrevue la semaine passée. On est en embauche pour notre équipe. Puis on était en entrevue avec une personne qui arrive d'un plus gros cabinet, sans le nommer bien entendu pour la confidentialité. Puis chez Mallette, nous, notre marketing RH passe beaucoup par l'équilibre, l'horaire de travail, la possibilité de faire du télétravail, etc.
Puis la personne qu'on rencontrait en entrevue, ce qu'elle nous disait, c'est, ben moi, ce qui m'a attiré, c'est justement, vous mettez de l'avant l'équilibre. J'ai dit, garde, je vais faire plus que te dire, parce que juste de le dire, souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai partagé notre écran. Nous, on travaille avec des fichiers de planification pour nos ressources, pour voir le suivi, nombre d'heures, etc. Puis pour y montrer, regarde, l'objectif d'heure facturable est raisonnable. Puis oui, quand on dépasse notre horaire normal de travail, l'équipe de direction, on se reparle, on voit les heures, on liste les heures. Mais c'est ça la marque employeur, ça donne le vocabulaire, ça donne les outils pour aller convaincre la personne de regarde, je ne suis pas en train de te vendre du rêve. Là. Ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment la vérité. Voici les outils que j'utilise pour y arriver. Wow. Ça va jusque-là, la marque employeur, ça déborde d'un affichage qu'on voit sur le bord de la main. Ben, je pense que tu es en train de faire un peu le lien parce qu'on parle des retombées, justement. Donc, investir justement en marque employeur, Audrey, si tu nous en parles des retombées, là. Oui. Avec une bonne marque employeur, vous n'allez pas nécessairement obtenir un plus grand nombre de CV. Vous allez obtenir une meilleure qualité de CV. Donc, tantôt, quand je vous parlais de marketing, de ciblage, de segmentation, on veut que nos opérations soient efficientes. Donc, ce qu'on livre au marché, bien, ça nous rapporte. Puis, avoir plus de CV de candidats non qualifiés, ça va juste nous donner plus d'ouvrages. Donc, une bonne marque employeur va vous permettre d'affiner par exemple, l'acquisition de vos curriculums vitae. Une bonne marque employeur, ça ne va pas nécessairement améliorer votre taux de roulement. Par contre, ce que ça va faire, David vous en a parlé rapidement tout à l'heure, ça va créer des ambassadeurs. Puis l'ambassadeur sur le marché, il a une portée pas mal plus grande que le panneau ça va. Donc, il ne faut pas penser en volume. C'est vraiment une expérience, la marque employeur. Je veux que vous fassiez de vos ambassadeurs des outils de marketing qui vont permettre de créer ces sentiments d'appartenance-là au sein de vos équipes et de propager cette bonne nouvelle sur les marchés où se trouvent nos bassins de candidats potentiels. J'aimerais vous présenter un tunnel de conversion qui joint la gestion stratégique des ressources humaines et le marketing stratégique. Donc, lorsque vous allez amorcer votre diffusion de marque employeur, bien là, on va être évidemment d'abord et avant tout en notoriété. Il faut que nos talents, aussi nombreux ou non qu'ils soient, sachent que nous avons des postes à combler. Donc, vous voyez, notre notoriété est en parfaite adéquation avec le volet des talents. Ensuite de ça, bien, on va vouloir faire converser nos talents pour en faire des candidats potentiels. Donc, le message clé m'interpelle. Oui, c'est quelque chose qui vient me chercher, ça. Je vais aller sur le site Internet, je vais aller chercher un petit peu plus d'informations, je vais écrire, je vais appeler. Donc là, on avait un talent qui pouvait être intéressé. Là, j'ai un candidat qui vient d'embarquer dans ce que on a beaucoup entendu parler, cette fameuse expérience candidat. C'est là où le premier contact avec cette main-d'œuvre potentielle-là et notre écosystème d'affaires s'amorce et il faut qu'on soit impeccable. Donc, si je pose une question au RH, il faut que je reçoive une réponse rapidement. Il faut que ma recherche d'informations sur la plateforme en ligne soit conviviale. Il faut que ça goûte votre business déjà. Donc, c'est là que va se concrétiser cette fameuse expérience en candidat-là. Où est-ce qu'on va venir travailler ensuite de ça? Notre engagement, notre rétention. Et puis, c'est là qu'on fait de notre candidat un employé. Et puis là, bien, notre expérience employée, on parle de onboarding, donc d'accueil et d'intégration pour que ces fameux employés-là, grâce aux actions qui vont avoir été mises en œuvre par notre marketing, notre RH, notre direction, bien, en face de véritables ambassadeurs. Et puis, notre ambassadeur a ce pouvoir-là de faire du référencement. Donc, de parler justement à cousine du cousin, du beau-frère, de la belle-sœur, puis de dire, c'est chez nous que ça se passe, joins nos rangs. C'est évidemment l'outil marketing le plus puissant que vous n'aurez jamais connu. Concrètement, les gains que vous allez aller chercher avec une bonne marque employeur, la démarche en tant que telle permet de clarifier ce qui vous distingue à titre d'employeur. Donc, votre avantage distinctif comme employeur de choix n'est pas le même que le voisin d'à côté qui fait exactement le même pliage d'acier que vous. Donc, ça, là, il y a vraiment un travail qui est propre à vous-même, là, qui doit être réalisé. Une bonne démarche de marque employeur aussi, ce que ça va vous permettre de faire, c'est stimuler ce sentiment d'appartenance-là et de conserver cette rétention.
là. Tantôt, tu parlais, moi, je travaille ici parce que l'équipe est super. Je ne peux pas quitter mon équipe. Je vous dirais que c'est une belle force qu'on retrouve dans plusieurs de nos organisations. Et ce que ça permet, c'est de diffuser un message qui est clair, qui est positif et qui va évidemment avoir un impact sur votre attractivité. On veut vous rendre plus attrayant, plus sexy, même si vous avez l'impression que le travail pour lequel vous avez affiché un poste, on va avoir de la misère à recruter pour ça. C'est pas sexy comme poste, mais non, parce que peut-être que dans votre culture d'organisation, votre mission d'entreprise, il y a un sens à plier de la tôle. Vous permettez de construire en troisième transformation un bien qui révolutionne le monde médical, par exemple. Donc, je vous dirais que les dernières démarches qu'on a réalisées, c'est un trend. Si vous lisez un petit peu sur la marque employeur, oui, la proposition de valeur dans les 8 cercles qu'on vous a présentés, mais de plus en plus, quel sens est-ce qu'une réceptionniste donne à son métier? Est-ce qu'un VP marketing donne à son métier? C'est bien plus que d'atteindre ses objectifs, c'est le sens même de réaliser son travail et son emploi. Donc ça, là, je vous dirais que c'est vraiment dans l'air du temps. Puis, ça ne pouvait pas mieux mettre la table pour le dernier bloc qu'on se veut sur l'avenir de ce qu'est la marque employeur. Parfait. Donc, on se lance dans quelques instants. Je fais juste rappeler, là, il nous reste environ 19 minutes. Si vous avez des questions, on a Simon Bouchard là, qui nous a posé une question. Il répondra dans quelques instants, mais n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, on va se réserver quelques instants là, à la fin. Donc, avant que je bascule, marque employeur, moi, ce qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, Audrey, tantôt, il y a la notion un peu d'image de marque de l'entreprise. Mais en fait, souvent en marketing, on parle d'expérience client, mais il faut parler d'expérience employé. Donc, comment c'est facile de travailler dans l'entreprise, pas à cause du travail qu'on me donne qui est facile, mais d'œuvrer dans cette entreprise-là. Le onboarding, comment qui se fait? Est-ce que j'ai l'impression d'arriver le lundi matin comme un cheveu de sa soupe, puis on m'avait pas. Ah, c'est vrai, il y a un nouveau un matin. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, ça fait partie de toute cette expérience-là, puis il faut Effectivement. en prendre soin. Parfait. Donc, on poursuit là, justement, David. Là, on était rendu dans l'avenir. Comment tu veux aborder ça? Ben, tu sais, je pense qu'un autre point, une autre considération importante en marque employeur, c'est que nos entreprises évoluent rapidement. Puis il y a un paquet de choses qui fait évoluer nos entreprises. Puis je mentionnais en introduction qu'on se spécialise entre autres en relève entrepreneuriale. Puis on accompagne les entreprises à faire ce plan de transition-là des cédants qui sont les propriétaires actuels vers les releveurs familiaux ou non. Puis quand on accompagne les clients dans ces changements importants-là, bien, on aborde toujours le changement de style de gestion, puis le changement de culture organisationnelle, puis l'impact que ça va avoir. Puis dans certains cas, bien, la transition se fait, puis le style de gestion est tellement le même qu'on le sent pas tant que ça. Mais dans certains cas, le changement de rôle et responsabilité, le changement de structure est tellement important que ça vient vraiment, ça donne un coût à la business. Puis il faut le prévoir. Le parallèle ou le penchant que j'ai entre la relève et la marque employeur, puis je le disais tantôt, il faut que votre marque employeur reste vivante. Fait que ce que vous faites comme démarche de marque employeur aujourd'hui, est-ce que c'est bon pour la vie? Je pense pas. Mais est-ce que ça peut être bon pour un bout de temps? Possiblement. Mais c'est important de la faire évoluer et d'être sûr qu'elle reste toujours cohérente. Je parlais de relève parce que c'est un changement important, puis parce que il y en a des relèves sur le marché, puis il y en a qui s'en viennent, puis c'est un contexte qui est important au Québec. Mais il y en a d'autres, là, des changements qui vont arriver, que ce soit pas juste au niveau transactionnel, mais le départ de certains dirigeants, le départ de certains employés clés, l'arrivée de nouveaux dirigeants, l'arrivée de nouveaux employés clés, changement de philosophie, changement de culture, peu importe. Mais bref, un point qui est important, c'est ça prend une conscience de soi comme entrepreneur, puis peut-être une façon de se monitorer sur l'évolution de notre culture pour être sûr qu'on ne tombe pas dans les pièges, qu'on ne commence pas à vendre du rêve éventuellement. Puis pas parce qu'on a voulu mal faire, mais parce qu'on est juste plus à jour dans ce qu'on met de l'avant. Parfait. Audrey, je pense que tu veux poursuivre là, un peu là-dessus. Je veux poursuivre parce que je veux vous dire que la marque employeur, ce n'est pas une bebelle de plus à gérer. Je veux vous réconforter. Je veux être réconfortante avec vous ce midi. La marque employeur, c'est une partie intégrante de votre stratégie de marque, de votre stratégie d'entreprise. Une marque corporative
qui vit déjà. Vous avez tous votre brand, vos messages clés que vous utilisez matin, midi, soir, nuit pour communiquer avec votre marché, pour mettre en marché votre offre de produits, votre offre de services. Cette marque corporative-là, si elle est forte, si elle est bien positionnée, si elle est positive, elle aura autant d'impact pour acquérir et garder des clients que pour attirer et conserver de bons talents. Fait que là, vous êtes en train de vous dire, ben, coudonc, j'ai une bonne marque corporative, je n'ai pas besoin de marque employeur. Non. Mais si vous avez une bonne marque corporative, vous avez un méchant bon bout de chemin de fait. Parce qu'une marque employeur, ce n'est pas une deuxième marque. C'est une seule et même marque dans laquelle on a évidemment des messages clés, des déclinaisons peut-être de visuels qui s'adaptent avec une teneur un petit peu plus RH, des orientations avec des communications plus internes. Mais vous n'avez pas à dupliquer puis engager là, 2 gestionnaires de marque pour gérer votre marque employeur. Si c'est le cas, que vous avez l'impression que votre marque employeur elle est dure à gérer, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas assez intégrée à votre marque corporative. Un bon travail avec la direction, avec l'équipe de vos communications marketing et avec votre équipe de gestion stratégique des ressources humaines, c'est ça, votre marque employeur. Puis c'est intéressant, tu sais, tantôt, Audrey t'a nommé ambassadeur. Tu sais, justement, c'est pas juste des ambassadeurs, puis je pense que tout le monde l'a compris, pour aller trouver des collègues de travail. C'est des ambassadeurs pour aller chercher des clients aussi. Puis ça, c'est important. Quand on a tellement de fierté pour l'entreprise où on œuvre, puis qu'on n'hésite pas à s'afficher avec le T-shirt ou la casquette officielle de l'entreprise, ou au party de Noël avec mon oncle puis ma tante, où est-ce que tu travailles? Ben, je travaille dans telle entreprise, puis vraiment, je tripe ma vie là-bas. Bien, évidemment, ça va faire en sorte qu'il y a peut-être des clients qui vont être intéressés à travailler avec cette organisation-là. M'ouvre la porte, puis je vois qu'il nous reste quelques minutes. Je vais partager un cas, une entreprise de paysagement qui avait comme logo un papillon. Donc, et puis l'évolution de l'entreprise a fait en sorte que le paysagement s'est transformé en paysagement de maisons de grande envergure et l'intégration d'une expertise en lien avec des travaux de construction, la voirie, le génie civil. Donc là, vous comprenez que le papillon vert sur les t-shirts, les casquettes et les pelles mécaniques devenait un enjeu pour la main-d'œuvre en lien avec l'exposition comme employé de cette organisation. Donc, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas créé une marque employeur. Ils ont revu leur stratégie de marque, leur stratégie de positionnement. Ils ont changé de nom parce que le besoin, l'irritant, était au niveau de leur marque employeur. Fait que, tu sais, quand je vous dis que c'est pas 2 bébelles à part, là, on peut le voir en une seule et même stratégie bien intégrée. C'est un cas vrai et réel et vécu. Parfait. Donc, David, on s'approche de la conclusion. Il nous reste là peut-être une dizaine de minutes. On a une autre question qui s'est ajoutée. Mais par rapport à l'évolution du marché de l'emploi, David, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Ben, tu parlais un petit peu plus tôt, Steve, de la pénurie de main-d'œuvre. Puis, tu sais, pour travailler en RH depuis 2012, en 2012, on n'en parlait pas pantoute de pénurie. En 2014-2015, ça a commencé à se ressentir. C'est pas mal en 2016 qu'on a vraiment commencé à en parler. Puis, fait que, ça va faire 10 ans qu'on est là-dedans à peu près. Là. On est à peu près à 10 ans depuis le début de la vraie pénurie de main-d'œuvre. J'ai l'impression que la pénurie a évolué, puis maintenant, on parle plus de rareté de main-d'œuvre parce qu'il y a une normalité qui s'est installée. Mais je pense que ce qui est beau là-dedans, c'est que nos entreprises ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de résilience. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi à faire des miracles, qui se sont réinventées, qui ont vu leur façon de faire, qui ont revu des rôles et responsabilités, qui sont venus automatiser certains processus de fabrication, de production ou des procédés administratifs. Mais je pense que de continuer à avoir cette résilience-là, ça va être important pour le futur, parce que la rareté de main-d'œuvre, ce n'est pas quelque chose qui va se régler demain matin. Puis peut-être que c'est un axe intéressant à mettre de l'avant dans notre marque employeur. Qu'est-ce qu'on a fait pour s'adapter? Puis on a-tu amélioré des emplois? Puis on a-tu amélioré la qualité de vie de nos employés en faisant évoluer les emplois? Puis oui, c'était pour répondre aux besoins de l'entreprise, mais ça a eu un impact positif. Il y a des choses à réfléchir là-dedans. Mais le point, c'est que je ne pense pas que la rareté de main-d'œuvre va se régler demain matin. Puis en lien avec l'évolution du marché de l'emploi, ça fait 3 fois que je le dis une 4e fois,
persuadé qu'il y en a qui le vivent dans la salle aujourd'hui, l'arrivée des nouvelles générations sur le marché de l'emploi, il faut vraiment le prendre en compte dans notre marque employeur. Puis je pense qu'on est vraiment rendu, on arrive dans un point de bascule ou dans un point d'équilibre entre, oui, vendre l'entreprise aux personnes des générations qui sont déjà en emploi depuis plusieurs années avec nous, mais de réussir à la vendre aussi pour des nouvelles générations qui veulent travailler différemment, qui ont des valeurs qui sont différentes, ils abordent le travail différemment. Puis là, il ne faut pas généraliser. Hein, chaque individu est unique et a des désirs différents. Mais ce qu'on sent des nouvelles générations, c'est que c'est des gens qui veulent un peu optimiser le travail, de dire oui, il faut que le travail ait du sens, c'est important, mais l'équilibre est important, puis le travail est un moteur pour avoir accès à d'autres choses à l'extérieur du travail. Là. Fait que, comment qu'on réussit comme entreprise à véhiculer ce message-là, puis à répondre à ce besoin du contexte du marché de l'emploi-là. Il ne faut pas l'oublier dans une démarche de marque employeur. C'est super, super important. Fait que là, on est dans une bascule, puis dans 15 ans, on va en revivre une autre. Fait que c'est important de le garder en tête tout le temps. J'ai le goût d'être un peu éditorial par rapport à ça. Quand on parle de pénurie, donc on se met à vouloir jouer pour pas perdre. Rareté, bon, c'est pas si grave. Mais jouer pour pas perdre ou jouer pour gagner, c'est deux attitudes différentes. Puis dans un monde où il y a des compétitions, on est justement gagner la course au talent, c'est dire où est-ce que je veux me positionner comme entreprise? Est-ce que je veux attirer les meilleurs talents ou je veux juste avoir des gens qui viennent faire la job? Ça fait que justement, on parle de capital humain, comment on investit dans notre capital pour le faire croître, ou non, pour nous, c'est des ressources qu'on exploite. C'est deux Ouais. mindsets assez différents. Puis justement, investir justement dans notre marque employeur, ben, ça fait en sorte que nos entreprises deviennent plus prospères. On est dans les questions. Il nous reste quelques minutes à peine. Je vais vous demander peut-être de répondre laser, Audrey et David. Puis je vais commencer avec la première question que Simon a été très patient. J'espère que tu es toujours là, Simon, parce que tu l'as posé à 12h15. Il n'a pas 5h12 du matin. Donc, quels sont vos indicateurs de performance au niveau de la marque employeur? Donc, les fameux KPI, est-ce qu'il y en a quelques-uns, Audrey, que tu pourrais nous nommer? Oui, celui là, qui fait rêver tous les contrôleurs financiers, le coût d'acquisition d'un CV. Donc, c'est une métrique qu'on est capable de calculer avec les investissements marketing que l'on injecte, par exemple, dans notre marque employeur, et bien évidemment, le volume de CV que là, on peut venir restreindre, par exemple, avec nos CV de qualité. Fait que, c'est oui, là, si on prend la barge de CV qu'on reçoit, mais si on vient identifier, par exemple, les CV de qualité, combien est-ce que ça nous a coûté? Combien est-ce qu'on a investi principalement là, dans nos grands axes? Dans notre plan, David vous parlait là, c'est important de faire un plan de diffusion. Donc, on est entre le RH et le marketing. Ça, c'est vraiment là, une métrique là, qui est très, très, très regardée. Le taux d'engagement. Donc, maintenant, c'est pas seulement le taux de rétention. Il y a des guides d'entrevue, des questionnaires de sondage qu'on est en mesure d'administrer pour venir mesurer est-ce qu'on a un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, est-ce qu'il est envers le collègue de travail, l'équipe, la direction, l'entreprise? Donc, on peut être attaché à notre business à travers différents maillons. Donc, ça aussi, là, c'est une métrique là, que l'on se promet de mesurer là, lorsqu'on est en mandat de marque employeur, que vous pouvez aussi mesurer là, de votre côté. Mais peut-être deux petites nouveautés là, qu'on se voit de plus en plus mesurer là, avec des démarches un peu mieux structurées là, de marque employeur. Parfait. Simon, en complément, a été patient, mais il a ajouté une petite touche à sa question. Donc, comment fait-on pour savoir si notre marque employeur est toujours vivante? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez rapidement donner comme truc ou conseil? Est-ce que vous sentez que le wording que vous avez développé dans votre marque employeur, l'entendez-vous dans les corridors? Puis là, je vais nous prendre en exemple David et moi. Nous, notre marque employeur chez Mallette, c'est s'épanouir vaste. Je ne vous dirai pas comment il y a eu de joke avec le mot vaste. Premièrement, personne ne savait ce que ça voulait dire. Ça a été long avant qu'il l'intègre, qu'il l'incarne. Et puis là, ben maintenant, là, je suis de bonne humeur vaste. C'est intense. C'est rendu un running gag. Notre marque employeur, c'est comme ça qu'on la fait vivre. Moi, je dis souvent, tu sais, on améliore ce qu'on mesure, mais on perfectionne ce que l'on ressent. Puis une marque employeur, on est un petit peu dans le marketing. On ne veut pas vendre des nuages.
mais il y en demeure pas moins qu'on reste dans un volet de la gestion de l'administration qui est un petit peu plus senti. Peut-être, Simon, si tu te poses la question si ta marque employeur est encore vivante, peut-être qu'elle tire vers la fin de son cycle de vie utile. Elle a peut-être juste besoin d'un petit coup de crank, là, tu sais. OK, donc ce que je comprends, c'est qu'on devrait le ressentir, là, Oui, on ne devrait pas se questionner si elle est toujours en vie. OK, voilà. parfait. Si tu me C'est permets, bon. Steve, je pense qu'un autre conseil à cet effet-là, c'est descendre en shop et pose la question au Mm, monde. C'est encore à jour, c'est encore cohérent, puis demander aux candidats qu'est-ce qui t'a attiré chez nous, puis de voir si c'est c'est vrai. encore en adéquation avec ce qu'on a mis de l'avant. Là. Tu sais, c'est de comprendre, y a-t-il une cohérence qui est encore présente? Je pense que c'est un point clé aussi. Là. Très OK. bon point. Parfait. Donc, je vais y aller encore là. Il nous reste peu de temps, mais il y a Annie-Elisabeth Girard qui nous pose la question. Est-ce que dans le marché, il y a des entreprises qui, pour vous, sont des modèles au Québec au niveau de la marque employeur? Parce qu'elle nous pose, hey, j'aimerais ça aller, entre guillemets, sneaker un peu qu'est-ce qu'ils Ouais. font pour voir qu'est-ce qu'ils font de particulier. Ben, moi, au réseau Mallette, là, j'ai l'équipe de Soprema Hmm. qui ont travaillé avec un compétiteur de Mallette pour développer leur marque employeur. Et franchement, là, très, très bon travail qui a été réalisé. Un site propre aux candidatures, shooting photo avec des gens de l'équipe, fait que c'est vraiment des bonnes pratiques. C'est la première qui me vient en tête. Je ne sais pas, David, dans ton cercle dirigeant RH, si tu as c'est dur à de même, on a l'air pas C'est dur préparé. comme ça, effectivement. C'est ça le risque Exactement. des questions comme ça, mais moi, je vais vous partager, puis On a-tu je ne sais Steve, pas ouais? où ils en sont, mais à une certaine époque, j'ai collaboré avec Robert Transport, puis Oui. cette entreprise-là, et on avait fait un site Internet justement juste pour la marque employeur, puis de trouver des camionneurs, c'était pas toujours évident, mais ils mettaient de l'avant dans les shootings photos, par exemple, que certains des camionneurs, entre autres un monsieur qui était passionné de golf, ben, les runs de camions qu'il faisait l'amenaient à aller en Caroline. Puis, il se permettait justement des fois de prendre des petits congés pour jouer au golf. Et il avait trouvé des personas avec des passions qui faisaient que leur voyage pouvait leur permettre de vivre leur Ah, passion à certains endroits. storytelling, oui, bonne pratique. Donc, ben, il y en a plein de trucs comme ça. On parle de storytelling, Audrey. Peut-être que les gens ne pourront pas nous répondre, mais tu nous proposais un petit défi en guise Oui, de conclusion. je voulais qu'on commence à travailler ensemble notre marque employeur à 12h57 le 22 avril 2025. J'aimerais, comme conclusion, que vous vous questionniez sur si votre entreprise était un individu, une personne, quel serait son plus fort trait de personnalité? J'aimerais que dans la prochaine minute, vous tentiez d'humaniser votre entreprise, comme si elle était un collègue de travail, un patron, un subalterne. Et je ne sais pas si c'est possible que vous le déposiez dans le chat, ce trait de personnalité-là. Je ne veux pas que ça soit rangé avec le gars des vues, mais c'est une qualité, ça ferait bien. Parce que si le plus fort trait de personnalité de votre business, c'est un défaut, appelez-nous, on va faire un plan stratégique, pas juste une marque employeur. C'est un clin d'œil ludique, mais qui fait partie de notre démarche parce que d'humaniser notre marque, d'en faire notre potentiel collègue, ça peut être une super belle approche, une bonne amorce pour venir positionner votre organisation comme employeur de choix. Donc, Wow. ouais. Donc, merci Audrey, merci David pour cette réflexion-là, puis effectivement d'humaniser notre marque avec des qualités. J'irais même plus loin, il y en a pour certains, c'est dire si votre entreprise était un animal, OK? Quel animal serait-il et qu'est-ce qu'on imagine que cet animal-là a comme qualité? Pour certains, ça les aide aussi à aller Mm, voir le monde autrement. c'est Donc, vrai. merci infiniment de votre contribution. Ça a été fort agréable d'être avec vous. Je me permets de vous remercier aussi à tous les participants qui ont été présents au webinaire, qui sera disponible en rediffusion aussi. Donc, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook. Vous allez pouvoir leur partager à des collègues peut-être qui ont manqué malheureusement le webinaire. Pour cette saison aussi à l'École d'entrepreneurship de Beauce, ça vient clore la saison des webinaires. Ma collègue Eugénie qui s'occupe des webinaires avec moi m'a dit qu'il y en a d'autres qui sont en préparation pour la rentrée. Donc, ça va nous faire plaisir de vous retrouver. Fait qu'encore une fois, merci infiniment, David. Merci, Audrey. Merci tout le monde. On se revoit très bientôt.
Merci tout le monde. Bonne journée, merci Bon beaucoup. après-midi. Merci David.